Retour en Israël, sur la frontière. La grande offensive, c'est pour ce soir. La compagnie de Tom attend la nuit car l'obscurité est leur meilleure protection contre les missiles anti-chars du Hezbollah. La mission du capitaine Nahari et de ses hommes, ouvrir une route et la sécuriser jusqu'à la ville de Tibnin, à une quinzaine de kilomètres en profondeur dans le territoire libanais. Le départ est imminent. Le capitaine Nahari rejoint son Puma, un blindé de 50 tonnes. Tom, l'infirmier, est déjà à bord avec tout l'équipage. Ils seront 8 à s'entasser avec armes et bagages dans un habitacle de 4 mètres carrés. Où tu veux que je mette ça? C'est la guerre vraiment, c'est petit, on n'a pas assez de place. Donne-la-moi. On n'en a pas besoin, on en a déjà une. Quoi, une seule bouteille pour tout le Shabbat? Mais combien il t'en faut? Tu veux qu'on se saoule? Notre nourriture? Regarde, voilà ce qu'on va manger pendant les prochains jours. Des rations de combat. Du thon, du maïs et plein d'autres choses. Un soldat va se tenir là. Moi, l'infirmier, je serai assis là. Notre radio, le soldat qui gère les communications, il sera là-bas. Notre officier se tiendra debout ici, et notre conducteur là-bas devant. Et voici Ran, le conducteur, 20 ans tout juste, et une lucidité à toute épreuve sur la résistance de son blindé. Les missiles comme le Sager, le Cornet et les lance-roquettes peuvent pénétrer le blindage du Puma et nous tuer tous. J'ai demandé au capitaine Nahari qui sera le premier à mourir s'il nous tire dessus à la roquette. Il m'a répondu le conducteur. 22 heures, l'ordre de départ vient d'être donné. On y va? On y va? Tu restes là? Tu sais comment faire marcher ça? Tu te souviens? Ok, Atia. Tom, on peut y aller? Allez, roule. C'est une prière qu'on dit avant de partir à la bataille. Qu'est-ce que ça dit? Que notre Seigneur soit avec nous, qu'il nous aide, qu'il nous mène à la victoire. Quelque chose comme ça. Et qu'il sauve nos vies. Quelques mètres avant la frontière, les puissants chars Merkava éteignent leurs phares. Ils progressent désormais dans l'obscurité totale grâce à leur système de vision nocturne. La frontière. À l'horizon, la lueur des bombardements et le premier village libanais. Malgré un pilonnage intensif et des opérations commando, les derniers rapports indiquent que des combattants du Hezbollah y seraient toujours embusqués. Premier arrêt, en pleine campagne. Au détour d'un chemin, une colonne de Golani, les soldats des forces spéciales. Ce sont eux qui traquent les miliciens du Hezbollah. Ils sont coiffés d'un large filet de camouflage qui dissimule le contour du casque aux yeux des tireurs d'élite ennemis. Ces soldats sont infiltrés au Liban depuis une semaine. Des vivres et des munitions viennent de leur être parachutés. Le capitaine Nahari et ses blindés assurent la couverture pendant le ravitaillement. Il y a beaucoup de combattants du Hezbollah dans le coin? On espère que non, hein. Mais c'est un sale coin par ici. C'est pas une zone pacifiée, c'est pas une zone nettoyée. C'est pour ça qu'on doit sortir de là très vite.
le commando des forces spéciales poursuit sa mission d'infiltration. Et la plongée en territoire hostile continue, dans l'obscurité totale. Une progression très lente. À chaque mètre, l'angoisse des mines ou du missile anti-char. Dans l'obscurité claustrophobe du blindé, les heures s'écoulent au ralenti. Jusqu'ici, tout va bien. « 6 heures du matin. Les blindés de la compagnie font halte dans un repli de terrain. Nous sommes sur les hauteurs d'Aïtaroun. Comme tous les villages de la frontière, l'endroit est aujourd'hui désert. Good morning, Lebanon! Les soldats de la compagnie l'ignorent sans doute, mais il y a 3 semaines, un bombardement de l'aviation israélienne a tué ici 7 civils, tous membres d'une même famille. De son côté, Tsahal a répertorié le village comme bastion du Hezbollah et continue de pilonner un ennemi invisible. Pour le capitaine Nahari, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Je n'ai pas besoin d'excuses pour faire cette guerre en tant que citoyen israélien. C'est la terreur. Et il y a des gens ici qui nous refusent le droit d'exister. Alors, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il y a une organisation qui est assise au bord de notre frontière. Ils ne représentent même pas un pays, ils ne sont rien et ils ne veulent pas de notre existence. Ok. Mais nous, on est ici. Personne ne changera ça. On sera toujours là. Et on a besoin de se défendre. Vendredi soir, c'est le début du Shabbat. Ultime prière avant de partir au combat. Pas de trêve pour l'artillerie israélienne. Dans le ciel, des missiles volent vers leur cible. La prochaine étape, c'est Binjbeil, la capitale du Hezbollah dans le sud Liban. Il y a quelques jours, 9 soldats y sont morts dans de violents combats de rue. Nahari et ses hommes savent que demain sera une journée à haut risque. Et pourtant, l'aviation israélienne a bien préparé le terrain. La moindre agglomération a été bombardée. Nous sommes à Nabatiyeh, dans le sud du pays, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Il n'en reste rien. C'est un fief du Hezbollah. D'ici sont parties de nombreuses roquettes vers les villes du nord d'Israël. La ville comptait 15 000 habitants, elle est à présent presque déserte, totalement isolée du reste du Liban. Regardez, il n'y a plus personne ici. Les voitures ont disparu. Tous ces magasins ont été bombardés. Là, des bijoutiers, ici des boutiques de vêtements. Là, il y avait plein de magasins. Là, dans l'immeuble de Ahmed, il y a eu 5 victimes. Que Dieu nous sauve. Il n'y a plus de vivres dans la ville. Les violents combats empêchent l'arrivée de toute aide humanitaire. Plus nous approchons de la frontière avec Israël, plus les destructions sont importantes. Exemple, Kounin. Pour l'armée israélienne, c'est un des villages les plus dangereux de la région. Tom et sa compagnie se trouvent à moins de 10 km de là. Apparemment tout a l'air calme, mais Kounin reste sous surveillance permanente de Tsahal. Seul bruit perceptible,
les moteurs des drones israéliens. Ces petits avions sans pilote, équipés de caméras qui détectent tout mouvement au sol. Ils repèrent précisément les objectifs ennemis et donnent leurs coordonnées à l'artillerie et à l'aviation israélienne pour les détruire. Là, c'est un groupe de piétons qui a été repéré. Plus loin, c'est un bâtiment qui va être pris pour cible. Alors que nous tentons d'approcher le village en ruine, nous ne savons pas que nous venons d'être repérés par l'un de ces drones israéliens. Une deuxième bombe va s'abattre un peu plus loin. Impossible de continuer vers la frontière. Le bombardement le plus dramatique a touché Cana, à une vingtaine de kilomètres de là. Les missiles se sont abattus sur une des écoles de la ville. Selon l'armée israélienne, le Hezbollah a utilisé le village comme base de tir de roquettes et a décidé de pilonner ses immeubles. 28 personnes sont tuées, dont 16 enfants. Ce massacre soulève une vague d'indignation dans le monde entier. Retour à l'ambassade de France à Beyrouth avec l'équipe de sécurité. Leur chef, Roland, a monté une nouvelle opération d'exfiltration. Avec le renfort d'un commando de l'armée française, il repart au sud Liban rapatrier 97 personnes. Une mission périlleuse, les routes principales ont été détruites, il faut emprunter les pistes secondaires, contourner les obstacles et ne pas se faire prendre sous les tirs de bombardement. Roland espère que son drapeau français protégera le convoi. Arrivé à Nabatieh, dans le lycée franco-libanais. Les familles attendent les secours ici depuis près de 5 jours. Qui nous accompagne dans ce déplacement et dans cette mission difficile. Donc la directrice et chef du centre de regroupement et qui tient la baraque depuis 10 jours avec courage et abnégation. Félicitations. Oui, abnégation, je ne sais pas. Quand même. Nous, on va prendre avec l'infirmier les gens sous le préau afin de leur faire passer le message d'arrivée. Ils sont hyper stressés. Il faut les regarder de près parce qu'on a distribué un petit peu. On a eu des médecins, là, ils ont donné un peu de l'exotomil. Mais ils sont hyper stressés. Roland fixe les consignes aux familles en vue de leur évacuation. Notre but est également de faire baisser la tension. On va vous demander d'être discipliné, rigoureux et de nous écouter parce que rien ne se fera correctement sans ordre. Les policiers sont venus avec des vivres et du matériel de première nécessité. Le lycée continuera d'être une zone de regroupement pour d'éventuels nouveaux ressortissants. Il faut le tenir par en bas celui-là. Hein. Voilà. Le calme semble revenu, mais soudain dans la cour de l'école, les adultes donnent l'alerte. Alors vous restez pas dans la cour, il y a des avions qui sont au-dessus, vous restez pas dans la cour. Mettez-vous à l'abri. Allez. Tout de suite en plus. À chaque nouvelle alerte, les regards scrutent le ciel. Tous les villages alentours ont été détruits et le dernier bombardement est passé très près de l'école. Hier, on ne pouvait pas dormir, faire 4 heures, 5 heures. On ne pouvait pas dormir parce que les Israéliens tapaient tout ça, bombardaient toutes les montagnes à côté de nous. C'était très dur hier. Cette nuit, pour la première fois, les enfants vont pouvoir dormir tranquillement. Il n'y aura pas de bombardement. Ça n'était pas arrivé depuis 10 jours. Nabatieh, le lendemain matin. Les familles vont être évacuées. Roland et les hommes du commando Hubert ont demandé à chacun d'emporter le minimum de bagages. Un excédent de poids pourrait ralentir le convoi. Le problème, c'est les valises. Il faut bien comprendre qu'entre une personne, un enfant, un bébé et une valise, on n'a pas le choix. Donc il y a des sacrifices à faire et ils doivent les faire. C'est une séparation aussi. Voilà. Dans quelques minutes, ces familles prendront la route pour échapper à l'enfer. La directrice du lycée
a décidé de rester sur place. Le convoi quitte la zone direction Beyrouth. Roland doit repérer un itinéraire sécurisé. Les pistes sont jonchées d'obstacles, de munitions non explosées. Tous craignent de sauter sur une mine. Six heures plus tard, le convoi rejoint une route. Nous sommes à l'approche de Beyrouth. Roland peut enfin savourer sa victoire. Une nouvelle fois, il a réussi à passer. Ainata, banlieue nord de Binjbeil, une ville fantôme. Ici, depuis 15 jours, les combattants du Hezbollah tiennent tête à Tsahal. Les premiers combats ont fait 9 morts et 22 blessés côté israélien. Une guérilla urbaine, un ennemi invisible caché dans les maisons en ruine. On parle aussi de réseaux de bunkers et de galeries souterraines. Good morning and Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. Les hommes de la compagnie de Nahari doivent apporter un soutien à l'infanterie déjà présente sur place. Il y a eu des combats cette nuit dans le secteur et des fantassins israéliens sont blessés. Dans cette école en ruine, Tom et les autres infirmiers de l'unité vont installer un hôpital de fortune. It looks like my school. On dirait mon école. Just ruined. Sauf que celle-là est en ruine. J'imagine que comme toutes les autres écoles du monde, celle-ci était joyeuse et pleine d'enfants. On est tous victimes de cette guerre, victimes du Hezbollah et des terroristes. À l'extérieur, le capitaine Nahari a du mal à cacher son inquiétude. Cet endroit... Ok, cet endroit n'est pas sûr. Là où on est maintenant, on a sécurisé la zone, donc tu es à l'abri. Mais ce village n'est pas sûr. Il n'a pas été nettoyé. On n'a pas fouillé toutes les maisons pour vérifier si elles étaient vides. Pourtant, pas le moindre signe de danger. Mais les soldats restent en alerte. Ils savent que la menace peut surgir n'importe où. Soudain, une déflagration à l'intérieur de l'école où se trouvent Tom et les infirmiers. Une deuxième explosion, des éclats giclent à nos pieds. Le Hezbollah tire au bazooka sur le bâtiment. Tout le monde dehors, vite! Pas vers les maisons, pas vers les maisons, où est-ce que vous allez? Venez par là! Tout le monde! Allez Tom, viens par là, viens par là! Assieds-toi là, assieds-toi là! Tom a été touché. Compresse, compresse! Moment de panique, personne n'a eu le temps de voir d'où partaient les roquettes. Probablement un tireur embusqué à 300 ou 400 mètres d'ici. Encore une détonation. L'ennemi invisible vient de tirer une troisième fois. Tom, Tom!
Donne les ciseaux! Donne les ciseaux! Vite! Six soldats sont blessés. Tom, l'infirmier du capitaine, est le plus grièvement touché, un éclat à la tête, mais surtout une blessure au ventre. Et l'ennemi reste invisible. Pris de court, désorganisés, les soldats israéliens n'ont même pas eu l'occasion de riposter. Il faut un hélicoptère pour évacuer les blessés au plus vite. Attention à la poitrine! Tiens-lui la poitrine! Les blindés foncent en dehors du village. Ils doivent rejoindre un champ où l'hélicoptère pourra se poser. Tir de couverture. Chaque buisson susceptible de cacher un tireur est systématiquement mitraillé. Il y a un missile qui a tapé où les infirmiers étaient installés. Ne t'inquiète pas, c'est un tank. C'est notre char qui tire. Je ne sais pas pour Tom, parce qu'il avait l'air plutôt pas très bien. L'hélicoptère arrive. Une demi-heure après le début de l'attaque, l'hélicoptère de secours se pose enfin. Le mitraillage continue, les soldats sont à cran. Cette même journée, un autre hélicoptère transportant 5 soldats a été abattu par un missile du Hezbollah. À 20 minutes de vol, on prépare les blocs opératoires à l'hôpital de Tel Aviv. Retour à l'abri précaire que forment les bulldozers et les chars d'assaut sur la place du village. Dans le blindé du capitaine Nahari, l'ambiance est tendue. Maintenant, je ne ressens rien, ok? Tout ce que je devais dire, je l'ai dit à mes soldats et à ceux qui ont été blessés, avant qu'ils montent dans l'hélicoptère. Pour les réconforter, je leur ai souri, je les ai regardés dans les yeux, et c'est tout. Maintenant, pas de sentiment, je ne veux pas y penser. On doit garder la tête à la mission, et chaque soldat doit faire pareil. Ils sont effrayés par l'environnement, par ce qui se passe autour. Ils doivent être en alerte, rester concentrés. Ils ont besoin de se sentir rassurés et de ne pas avoir peur. Alors, c'est pas le moment. La compagnie est bloquée entre les maisons. Il faut désormais attendre l'obscurité pour évacuer la zone. Dans le garage d'une habitation voisine, voilà le seul signe tangible de la présence du Hezbollah dans les parages. Inscription en anglais, mais il s'agit d'un missile russe de dernière génération capable de détruire un char à 5 km. Rien n'est arrivé aux types qui ont lancé ces missiles. J'espère qu'on va répliquer. Pas par vengeance, ni par plaisir, ou pour nous soulager la conscience, ou quelque chose comme ça. Je veux dire, pour leur rendre la monnaie, quoi. Je sais pas, ils ont tiré 2 ou 3 missiles sur nous. On a des blessés et on n'a pas répliqué. C'est chiant. Les soldats de l'unité d'élite Golani se déploient pour tenter de sécuriser la zone autour des blindés.
L'équipage est aux aguets. Et soudain les tirs reprennent, cette fois à l'arme automatique. Les soldats ripostent, à l'aveuglette. Encore un blessé. Puis après quelques minutes de confusion, la fusillade cesse. Encore une fois, personne dans le blindé ne sait ce qui s'est réellement passé. La nuit est tombée. Il va falloir repartir. Dimanche 13 août, lendemain de l'attaque. Les rescapés du bataillon 603 ont atteint leur objectif, la banlieue de Tibnin, à 12 km de la frontière. L'ambiance est calme, on parle d'un cessez-le-feu pour le lendemain matin. Les soldats profitent de l'accalmie pour appeler leur famille. Pour la plupart, elles ignorent où ils se trouvent. C'était qui, Avi? J'ai parlé à mes parents. C'est génial d'entendre leur voix. Mais le problème, c'est qu'ils me tiennent au courant des dernières nouvelles. Hier, 24 soldats de Tsahal sont morts. Et ils m'ont même parlé de ce qui nous est arrivé. Mais je leur ai pas dit que j'y étais. Ils m'ont dit, hier, il y a des soldats de Tsahal qui étaient dans un bâtiment. Et on leur a tiré dessus à la roquette, il y a 6 blessés. Alors je leur ai dit, ah ouais? C'était où? Chaque fois qu'ils me demandent où je suis, je leur réponds, ne posez pas de questions, vous n'entendrez pas de mensonges. Le capitaine Nahari a reçu des nouvelles des blessés de sa compagnie. Ils ont été opérés à l'hôpital de Tel Aviv et sont désormais hors de danger. Je m'inquiète pour eux, ils sont un peu comme mes enfants, mes frères. Je suis responsable de leur vie. Je ne partage ça avec personne. Si je me sens coupable, je vais y penser, oui. Pas maintenant, c'est trop perturbant. Mais j'espère que quand j'y repenserai, je me sentirai pas coupable. Centre médical Yitzhak Rabin, dans la banlieue de Tel Aviv. C'est ici qu'il y a 3 jours, l'hélicoptère de secours a atterri avec les blessés du bataillon 603. Tom a été opéré en urgence. Sa blessure à la tête était superficielle, mais les chirurgiens ont trouvé 4 éclats de roquettes dans ses intestins. Sa famille est venue lui rendre visite. Pas mal, hein? Sur le journal de ce matin, la photo de son sauvetage sur une demi-page. On n'a rien accompli. Malgré ma blessure et celle de mes amis, on n'a rien accompli. Donc je ne pense pas que ça valait le coup. Maintenant, il y a la trêve et on va voir ce qu'il va arriver. Je ne sais pas si notre action a aidé à quelque chose. Les gens au-dessus de nous contrôlent tout ça et savent si ça a servi ou pas. Moi, je ne sais vraiment pas. On sait que ça ne se terminera jamais. Il y aura encore beaucoup de guerres, beaucoup d'enfants qui partiront, beaucoup de soldats qui mourront, parce qu'il n'y a personne avec qui parler. Si seulement il y avait quelqu'un avec qui parler, c'est ce que je ressens.
L'évacuation se poursuit. Au port de Beyrouth, un nouveau ferry va appareiller pour Chypre. Les retardataires se pressent pour ne pas le manquer. Les places sont rares. Oui, c'est vous qui l'avez, il est là, je l'ai mis. Allez, yallah. Merci. Bernard Rémier est venu assister à l'embarquement. Au total, il aura rapatrié quelques 8000 personnes et sa tâche est loin d'être finie. Nous allons devoir nous serrer les coudes dans la durée. Ça n'est qu'un début. Nous devons ensemble être forts dans la durée. Et je voulais vous dire que j'étais fier de vous. Merci. À bientôt. À bientôt à Beyrouth. Tous l'espèrent, mais pas tout de suite. Beyrouth Sud. La trêve est signée depuis à peine 2 jours. Après 34 jours de conflit, le bilan est lourd. 1200 civils libanais tués, des milliers de blessés et des dégâts estimés à plus de 3 milliards d'euros. Peu à peu, les habitants retournent dans leur quartier pour constater l'ampleur des dégâts. Curieuse impression de revivre les destructions de 1982. Venez voir la superbe vue. Là, c'était la cuisine. Et là, il y avait le balcon avec plein de plantes de toutes sortes. Il n'y a plus rien. La véranda n'existe plus. Mais elle n'a pas l'air triste. L'important, c'est d'être sain et sauf. Si on n'a pas l'air triste, c'est parce que la tristesse est dans notre cœur. Au début du conflit, en juillet, le gouvernement israélien était fermement déterminé à combattre la milice du Hezbollah après l'enlèvement de 2 soldats de Tsahal. 1 mois de guerre plus tard, ces soldats sont toujours otages et à Beyrouth, des jeunes filles se promènent avec le drapeau du Hezbollah sur le dos.